Tiffaine, bonjour. Bonjour, Est-ce que tout d'abord vous pourriez vous présenter? je m'appelle Tiffany D, je suis autrice, comédienne, metteuse en scène, également formatrice et aussi chroniqueuse média sur différentes luttes sur des questions de société comme les droits des femmes en particulier, aussi les droits des enfantes et des enfants, les droits des personnes animales, et puis l'écologie, énormément de luttes pour qu'il y ait davantage de paix, d'égalité et de justice. Et qui est cette Tiffaine? D'où elle vient? Alors, elle vient de région parisienne. Et souvent, quand je dis ça, on me dit ah oui, de Paris, quoi. Non, non, justement. Je viens de banlieue parisienne, ce qui est très différente. Hein. C'est-à-dire, c'est les désavantages de Paris, voilà, et beaucoup de gens dans des petits espaces, la pollution, etc. Mais sans les avantages de Paris. La culture, la beauté. Donc voilà. Et puis, j'ai grandi, ouais, dans une famille où on parlait pas des questions féministes, ou en tout cas pas correctement. Et puis très vite, je suis toujours, en fait, l'injustice, c'est impossible à supporter. Et le premier combat où je me suis bougée sur l'injustice, c'est sur un combat enfantiste. Alors à l'époque, le mot n'existait pas, donc c'est d'ailleurs pour ça que des années après, je l'ai créé, hein, ce mot-là, enfantiste. De la même manière, enfin, c'est pour les enfantes et les enfants, comme on a féminisme pour les femmes, tout simplement. Et sexisme correspond à adultisme, et misopédie pour misogynie, enfin voilà, en équivalente. Et donc, ouais, le premier combat que j'ai eu, c'était là-dessus. Je ne supportais pas que les adultes me disent de les vous voyez alors qu'elle et il me tutoyaient. Je comprends pas. Et on me disait, oui, c'est parce que c'est des gens plus âgés qui donc méritent le respect. Je ne vois pas le rapport. Hein. C'est des gens qui, alors que c'est inévitable, ont pris la peine de laisser le temps passer et de vieillir. Super, hein. Ah, félicitations, c'est balèze. Donc non, moi je disais non, moi je respecte toutes les personnes respectables, quel que soit leur âge, et je ne respecte pas toutes les personnes qui ne méritent pas le respect. Et donc par conséquent, j'ai commencé par faire des manifs anti-adultes, etc. Et puis ensuite, ça a pris une dimension pour les animaux et les animaux. Quand j'ai compris qu'il y avait des cadavres dans mon assiette, que ce qu'on appelait viande, c'était une novlangue pour ne pas nommer la cruauté, la torture, la mise à mort. Et donc, j'ai commencé par exiger de ne plus manger les personnes que je côtoyais par ailleurs dans leur espèce, donc les lapines, les lapins, les juments, les chevaux. Et puis, dès que j'ai pu, je suis devenue végétarienne, puis végane, antispéciste, animaliste, grâce, euh, grâce à une des personnes qui a le plus compté dans ma vie, si ce n'est la personne qui a le plus compté dans ma vie, qui s'appelait Ponto, qui était mon fils et qui était un chien. Et c'est devenu si immense de l'aimer. Je me suis dit, mais je l'aimerais tout autant si c'était une otarie ou une poule. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc, voilà, je suis devenue végane par amour pour lui. Donc, en fait, ces différents combats se sont combinés. Et puis, au moment où je suis passée du statut d'enfante au statut d'objet sexuel, c'est-à-dire que j'étais une fille, donc j'étais pas une enfante aussi considérée que si j'avais été un petit garçon, mais ou aussi peu considérée, enfin voilà, mais quand même, j'étais une petite personne, un peu. Et puis au moment où je suis devenue un objet, hein, vous êtes une personne et on vous fait passer à objet, en l'occurrence objet sexuel, à l'adolescence, j'ai très très mal vécu. Donc là, j'ai commencé à sentir monter des colères telluriques, mais je ne savais pas encore contre qui j'étais en colère exactement. J'avais pas le mot de féminisme encore, j'avais rien en fait pour penser l'oppression patriarcale. Et puis, féminisme, c'est un mot que je commence à entendre au lycée, peut-être même au collège, parce qu'en fait, on m'insulte en me traitant de féministe. Sale féministe, etc. Et donc, vraiment, je regarde ce que c'est et je me dis, mais oui, c'est ça, voilà. Et donc, ça continue à monter, la colère. Et puis, j'arrive en école de théâtre. Et c'était il y a très longtemps, mais c'était déjà MeToo, sauf qu'on n'en parlait pas. C'est-à-dire que l'ensemble des profs que moi j'ai croisés, en tout cas, des profs hommes, étaient en couple avec d'anciennes ou d'anciens élèves, suivant qu'ils étaient hétéro ou gays. Les femmes, non. Hein. Les femmes, elles étaient soit célibataires, soit en couple avec des personnes de leur âge, hein, comme par hasard. Mais les hommes profs, systématiquement, étaient en couple, avaient mis en couple officiel une ancienne ou un ancien élève, de préférence de 30 ans de moins. Et puis, couchaient en plus avec les élèves de cette classe-là de l'année. Enfin, c'était
voilà, puis c'était des violences tout le temps. C'est intéressant ce que tu fais, mais mets-toi nu pour voir. Et donc, quand on disait non, parce que ça n'avait aucun sens devant les classes de 60, moi j'ai déjà été insultée, un prof qui m'a traité de salope, par exemple, parce que je voulais pas me déshabiller, qui m'a dit tu n'arriveras à rien si t'es pas prête à tout. Cette phrase extraordinaire. Et puis même, je passais des castings et à l'époque, je suis pas très grande hein, et je suis pas épaisse non plus, à l'époque encore moins. Et on me disait, ah ouais, mais si vous voulez jouer, va falloir perdre, allez, 4-5 kilos là. Donc je disais, c'est marrant, parce que c'est le poids d'un cerveau, ça. C'est peut-être ça que vous voulez que je perde. Et donc, forcément, ça marchait pas les castings. Et donc, ouais, voilà. Là, si j'avais pas déjà été en colère, le fait d'arriver en théâtre et de découvrir que le métier que je voulais faire depuis que j'étais petite fille, tout de suite, j'ai voulu faire ça. Le métier de comédienne, d'actrice, en fait, il n'existe pas. Ou plutôt, il existe. C'est-à-dire, c'est les hommes qui disent que ce métier, c'est en fait objet sexuel. Et c'est de ça dont parle aujourd'hui Judith Godrèche, par exemple, et tellement d'autres femmes extraordinaires qui parlent. Et en fait, moi, c'est pas ça que je veux faire. Il n'y a pas besoin de faire des études pour être objet sexuel. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils aiment bien prendre des très jeunes femmes, filles, parce que, voilà, elles sont pas armées. Et non, moi, je voulais faire comédienne, mais en tant que comédien femelle. Enfin, voilà. Et ça n'existait pas, visiblement. Donc, il fallait que je crée ce métier-là. Et je pense que toutes les femmes qui ont vraiment été comédiennes, qui ont joué des rôles qui leur rendaient justice à elles-mêmes et à toutes les femmes, qui étaient dignes, où elles étaient sur autre chose qu'une sexualisation à outrance, etc. Elles ont dû inventer leur métier. Enfin, en fait, tout on a fait ça et tout on s'est donné les partitions que personne d'autre nous aurait données. Je pense à Muriel Robin, que j'aime d'amour, que j'aimerais trop rencontrer un jour. Muriel. Et puis, je pense à Valérie Lemercier, je pense à Sylvie Joly, je pense à Jacqueline Maillan, je pense à voilà, enfin, Josiane Balasco, ces femmes qui se sont donné les partitions qu'on leur aurait pas données. Et qui sont pas pour autant féministes, d'ailleurs. Bah, quand même, voilà, pas toutes dans la liste que j'ai fait, en tout cas de manière déclarée. Après, elles ont une manière de l'incarner. Et moi, une personne comme Muriel Robin, elle m'a aidé à grandir. C'était la représentation de femme qui me donnait des forces. C'était cette femme sur scène qui était pas là pour être une poupée Barbie, qui était là, même quand elle faisait rire, elle faisait pas rire d'elle. Elle faisait rire avec elle. Et jamais, et ça c'est Hannah Gadsby qui le dit aussi, qui est une grande comédienne humoriste tasmanienne qui fait des spectacles extraordinaires, qui est lesbienne, autiste, enfin elle est positionnée sur plein de choses et qui dit ça, qui dit en fait jusqu'à présent je vous ai fait rire en m'humiliant, en vous faisant rire de moi et c'est fini en fait. Il n'y a que les femmes qui font ça et donc non, on va rire ensemble en étant dignes et on va rire des oppresseurs, des agresseurs et sans pour autant diminuer la gravité de ce qu'ils commettent. Et je pense que c'est ça, pour moi, le seul vrai humour. Et c'est pour ça que je lis dans Valeurs Actuelles ou je ne sais où, les féministes cassent l'ambiance en soirée, c'est dingo parce que pour moi, les féministes sont les seuls à me faire enfin, on met l'ambiance en soirée. D'ailleurs, ça se voit. Dès qu'on met plusieurs féministes sur un plateau, ça s'est passé à BFM il n'y a pas très longtemps, on était 3 féministes, ça a suffi pour mettre le feu. Mais on est hyper drôle en fait. Et donc, ouais, enfin, déjà, elles incarnent ça. Et puis, Muriel Robin, elle était avec nous au moment du combat pour la libération de Jacqueline Sauvage. Enfin, c'est que, si, c'est pas sa parole sur écoutez, si vous êtes lesbienne, mesdames, en fait, la dites pas si vous voulez devenir comédienne. Parce qu'en fait, le monde n'est pas prêt. C'est immense, en fait. Donc, heureusement qu'elle était là à me faire rire, tout en plus, l'air de rien en faisant dans l'édition des maths. Donc, en fait, elle montrait... Parce que la meuf, elle est quand même super balèze dans l'édition. L'air de rien. Et puis, la réunion de chantier où, en fait, elle te dit, je connais voilà, les chambranles, les plaintes. Il y a plein de trucs, de mots techniques de bricolage où tu comprends que la meuf, elle gère en brico, en fait. Et puis, il y avait tous ces indices qu'elle était lesbienne déjà à l'époque. C'est-à-dire qu'elle a toujours un mari dont elle se tape, qui est horrible. Et elle a toujours une meilleure amie. Qu'elle elle tient énormément. Enfin, franchement, c'est... Voilà, voilà, c'est mon fantasme de jouer devant Muriel Robin. C'est comme ça. Mais peut-être ça arrivera un jour. Mais oui, elles incarnaient quelque chose de
Il y avait Christiane Taubira aussi, qui incarnait une dignité dans un autre style, mais il n'y avait pas tant de femmes que ça, en fait. En parlant de jouer, vous sortez de scène, Oui, un spectacle auquel j'ai pu assister. Et je dois être très franc envers nos spectateurs et nos auditeurs. J'avais beaucoup d'appréhension en venant. d'accord. Et en fait, je me suis régalé. Voilà, je suis très sincère. Il y a certains moments où vous m'avez perdu, je vais être très franc. Mais en règle générale, je me suis beaucoup amusé. Un, c'était très drôle. Deux, vous chantez également sur scène. Vous jouez énormément. Il y a beaucoup d'acting. Je ne vais pas C'est un peu mon spoiler. métier, ouais. J'invite les gens à venir voir par eux-mêmes. Mais réellement, je me suis beaucoup amusé. Chose que je Ok. n'aurais pas du tout pensé. Pour être très C'était quoi franc. les appréhensions? J'avais peur d'être parfois exclu, ce qui m'est arrivé durant le spectacle. À certains moments, effectivement, étant un garçon, il y a des sujets qui m'ont totalement exclu. Je pense très sincèrement que ça peut exclure d'autres personnes parce qu'ils n'ont pas forcément les références, parce qu'il y a des références très techniques, vous féminisez la Oui, langue oui, oui. Et française. puis surtout, il y a des passages où je parle de l'actu politique, par exemple. Bah, il faut un peu suivre le truc. Mais je me dis que sur l'ensemble, je n'ai pas prétentionne à ce que tout le monde capte tout. Surtout qu'avec là, je sors de scène, donc je suis bilingue. Hein, je peux parler en inclusive, donc au masculin l'emporte, in fine, ou à la féminine universelle. Donc là, sortante, la féminine s'impose. Mais déjà, cette gymnastique mentale fait que de toute façon, comme les personnes, je vois quand j'aperçois des visages, des fois je vois des visages de «Ah ouais». Et en fait, forcément, faut 10 secondes pour ok, mais oui, ça veut dire que, enfin, je viens de réaliser tel truc, quoi. Et donc, forcément, on a raté la blague d'après, mais c'est pas grave. Et c'est très dense, je la sais, je parle vite parce que je sais que sinon, les gens sortent au bout de 3 heures, ça va pas. Donc oui, faut revenir, pour tout capter. Et justement, ce spectacle, vous le faites en féminine universelle, donc Tout à langue fait. française que vous avez dérivé du masculin, que vous appelez masculin, au féminin, À la féminine, tout à à la fait. féminine, désolé. Et du coup, tout le spectacle est en féminine. Ouais, toute la spectacle est en féminine universelle. Et vous déconstruisez un peu les préjugés sur les femmes, mais surtout la société patriarcale que vous féminisez. Vous transformez la Exactement. société patriarcale en société matriarcale pour en montrer les dérives. Justement, c'est là où j'aimerais qu'on arrive, Tiffen. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est la féminisation, la féminine universelle, pardon. La féminine universelle, c'est l'exact inverse de la langue que l'on vous force à parler, qu'on nous force à parler. Depuis qu'à l'école primaire, on nous a appris cette terrible règle de grammaire, à savoir le masculin l'emporte sur le féminin. Règle où je me souviens très bien, voilà, de ce jour-là où l'instit en CE1 nous a dit en français, le masculin l'emporte. Et en fait, souvent, les femmes, en sortant de mes spectacles, de mes conférences, de mes formations, me disent, moi aussi, je me souviens super bien. C'est comme un mini-trauma, un truc qu'elles n'arrivent pas à digérer. Et elles disent, ouais, je me souviens où j'étais dans la classe, comment j'étais sapée, comment le ou la prof était sapée. Enfin, voilà, je me souviens de quels garçons ont rigolé, comme par hasard, c'était pas nos préférés. Je me souviens des filles qui ont baissé la tête, de celles qui ont rougi, de celles qui ont posé la question, mais pourquoi? Et donc moi, je me souviens, j'avais posé la question, mais pourquoi en fait? Qui c'est qui a décidé ça? Est-ce qu'on a voté? Est-ce que les femmes avaient le droit de vote au moment de voter ce truc? Et là, l'adulte m'a fait cette réponse. C'est là qu'on voit que ça rime avec inculte. Parce que c'est comme ça. Autant vous dire que ça ne m'a pas satisfaite comme réponse pourrie. Et donc, je m'étais sentie trahie. Parce que souvent, les masculinistes qui me cyberharcèlent, et je suis en procédure de plainte, et donc qui me menacent de viol, de mort, de torture, et voilà, parce que j'ai l'outrecuidance de parler comme je la souhaite. Voilà. Quand c'est un mec qui le fait, genre Prévert ou Necfeu, c'est des génies. Hein. Et quand c'est moi, ça mérite la peine de mort. Donc voilà. Et en fait, on m'accuse de pas aimer la langue, mais c'est l'inverse. C'est précisément parce que déjà à l'époque, j'aimais lire, je voulais être comédienne, je maniais les mots et j'avais comprise, et ça je l'ai dit dans ma TEDx, que ma force à moi contre les mots, ça allait pas être de jouer des points avec ma taille, etc. Ça allait être d'utiliser les mots pour faire se lever les poings. Et en fait, je me sentais trahie par cette langue-là, qu'on me retirait, dont on me privait. Et elle était inscrite partout, dans chaque phrase que je disais et donc que je pensais. Parce qu'en fait, on pense avec les mots qu'on a. Dans chaque phrase que je pouvais concevoir dans ma propre tête était inscrite mon infériorisation en tant que femme et celle de toutes les autres femmes vis-à-vis des garçons et des hommes. Et ça, c'était intolérable. Et donc, évidemment, je n'ai pas pu inventer la féminine immédiatement. Hein. C'est un processus. Et puis,
est arrivé la moment où j'ai eu envie d'écrire Compte à rebours, ma première spectacle féministe, que je continue de jouer d'ailleurs, où je réécris les contes de fées de manière féministe. Et puis, il y a cette première phrase dans les contes, ce fameux « il était une fois », et là, j'ai bugué. Je me suis dit, attends, c'est une fois qu'elle était, merde, c'est qui ce il? C'est qui ce mec qui veut parader en tête de mes contes? Fait chier. Et là, je me suis rendu compte, c'est le même dans Quelle heure est-il? Ou dans Il est certain que. Enfin, et je me suis dit, mais c'est pas vrai. Et donc, j'ai écrit Elle était une fois. Et c'est vraiment comme si, en tirant de ce premier fil, toute la toile était venue. Et donc, j'ai voulu écrire je voudrais rendre hommage aux femmes. Et j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Donc, j'ai inventé rendre famage, qui d'ailleurs est une expression qui est énormément utilisée. Mais je ne suis pratiquement jamais citée, parce que je suis une créatrice, et qu'en tant que femme créatrice, de ma vivante, on m'efface. C'est extraordinaire. Et par exemple, Alain Finkielkraut, sur France Inter, a passé en matinale, un matin, au bien 10 minutes, à défoncer le mot famage, sans avoir, ne serait-ce que le respect de me citer. Donc voilà, mais je pense qu'il est même pas au courant, parce qu'en fait, tout de suite, quand les femmes font une trouvaille, ça leur est retiré. Et ce qui permet après à des hommes de se les approprier d'ailleurs, et ce qui permet l'effacement de la féminisme où tous les 40 ans, on a l'impression d'être pionnière et de réinventer la même sauce alors que les copines, elles l'ont déjà fait il y a 40 ans. Enfin, c'est insupportable. Et puis donc, ça a grandi. Et au départ, la féminine universelle, même les féministes, en tout cas les copines de l'époque, me disaient, on comprend évidemment ta démarche, mais c'est un peu beaucoup déjà que personne nous entend, que tout le monde dit ouais, féministe, c'est un gros mot. Alors si en plus on change la langue, on va plus entendre nos messages. Et moi j'ai persisté et maintenant c'est reprise, mais dans plein d'endroits. C'est-à-dire qu'il y a plein de femmes qui s'en saisissent de la féminine universelle, qui l'utilisent comme elles la souhaitent, sur les réseaux sociaux, dans leurs spectacles. Il y a des femmes qui m'écrivent pour me dire voilà, moi je voudrais écrire mon livre là-dedans, est-ce que tu m'autorises? Et je dis bah, évidemment, simplement te dis que c'est inspiré de ma travail et profites-en pour me nommer et conseiller mes spectacles. Tant qu'à faire, ça fait avancer le schmilblick féministe. Mais parce que c'est des outils féministes, ces spectacles, c'est de l'art, c'est du théâtre, c'est de la littérature. La féminine universelle et mes spectacles sont des œuvres artistiques et aussi militantes, et c'est des outils pour comprendre le monde. C'est pas votre objectif quand même de changer la langue française? Mon objectif, c'est de changer le monde. Mais la langue française, est-ce que vous souhaitez vraiment que la féminine universelle devienne la langue française? À quoi bonne répondre à cette question? Ai-je le pouvoir de le faire? Non. Donc, c'est pas la question en fait. Moi, ce que je fais, moi je suis une artiste. Donc moi, ce que je fais, c'est que je crée comme je la souhaite. Lorsqu'on est une chefesse voilà, dans un restaurant, on choisit ses saveurs. Lorsqu'on est une peintresse, on choisit ses couleurs. Moi, je choisis mon vocabulaire. Donc, je fais ce que je veux avec mes cheveux. Et par conséquent, ça m'amuse. C'est-à-dire que c'est une impertinence. Et ça élargit les horizons de création. C'est une proposition pour faire entendre. Comme d'ordinaire, tout est masculinisé. Après, les personnes s'en emparent comme elles la souhaitent. Alors, tout à fait, vous l'utilisez dans le spectacle du moins pour montrer le patriarcat, pour dénoncer les dérives du patriarcat. Mais en soi, la langue française, c'est une construction sociale, donc elle n'est pas immuable. Il y a certains mots de la langue qui peuvent changer, notamment grâce à ce travail militant. Ah bah, à cause. C'est vrai que les masculinistes, les académiciens, les machins, nous accusent énormément, les féministes, même celles simplement qui veulent parler en inclusive. Et c'est aussi ça que fait la féminine, c'est dire « Ah, vous voulez pas d'inclusive? Non, mais tout à la féminine, pas de problème. » Voilà. Et ils disent « Ouais, ça détruit la langue pour des raisons idéologiques. » Mais je vais vous dire, moi, qui a détruit la langue pour des raisons idéologiques. Ça s'appelle l'Académie française. Ça a été créé sous l'égide du cardinal de Richelieu au XVIIe siècle, à partir des années 1630. Et là, la langue française qui est équipée pour l'égalité et qui était tellement plus égalitaire avec les accords de proximité, de majorité, de choix, d'importance, avec des noms de métiers à la féminine évidemment et de haute fonction, cette langue-là, ils l'ont abîmée, détruite, dégradée à des seules fins idéologiques, masculinistes, politiques, pour en faire un outil, et classiste aussi, pour en faire un outil d'oppression des femmes et des pauvres en général, des masses de gens, quoi, parce que c'était quand même une toute petite partie de la noblesse, des hommes nobles qui décidaient ça. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a abîmé la langue. Et c'est là qu'ils l'ont changée. Donc, ce que propose l'inclusive, genre, il faut arrêter de faire des trucs avec des points partout, je sais pas quoi, c'est pas du tout de ça. C'est juste revenir à une langue égalitaire, parce que la langue française, elle peut. Vous citez la création de l'Académie française. Le dictionnaire de l'Académie française ne sort que 50 ans après sa création. Oui, et c'est là qu'ils décident quels mots sont autorisés ou ne rentrent pas dans le dico.
La destruction de la langue a duré bien 100 ans, et pour que ça rentre dans les mœurs, ça a pris 200 ans. Et pourquoi ne pas préciser un truc? C'est le fait que les femmes aient une influence énorme sur la langue française au tout début. Pourquoi? Parce que ne parlant pas le latin et parlant un français beaucoup plus courant, les académiciens français se sont beaucoup inspirés du langage des femmes, qui était beaucoup moins charnu que celui des hommes, pour faire la Et langue qui était tout à française. fait égalitaire. Donc là-dessus, ils ne se sont pas inspirés d'elle, hein, ça c'est sûr. Les femmes, elles disent doctoresse, hein, c'est bon. À l'époque de la... Même, on a des traces d'autrices qui disent « Mais on ne m'appellera pas auteur ». C'est Marie de Beauvoir, par exemple, qui dit « J'aurais l'impression d'avoir du poil au menton, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Madame de Sévigné dit « Heureuse, je la suis, pas je le suis ». Je parlais surtout pour le langage courant. Pour le langage courant, les femmes ont beaucoup influencé en réalité la langue française. Oui, mais en fait, quelque chose me dit qu'elles en auraient fait tout à fait autre chose et que le masculin ne l'aurait jamais emporté si elles avaient été à l'académie. Si elles avaient été les seules à l'académie. Parce qu'eux, ils étaient 100% de couillus. Donc si on imagine 100% de femmes à l'académie française, ça aurait été notre sauce. Hein. Avant d'arriver sur votre combat féministe en lui-même, pour juste rester sur ce sujet, je vais vous citer 2 exemples, la Hongrie et la Turquie, qui n'a pas de genre, qui n'a pas de domination soit masculine, soit féminine, Yes. qui est au neutre. Tout à fait. Et pourtant, la condition des femmes, on ne peut pas dire que le patriarcat... Ah non, n'existe pas en c'est Turquie, le même patriarcat voire plus qui exacerbé. s'exprime de manière différente, mais oui, le patriarcat est partout sur la Terre. Hein. S'il y avait un endroit où il n'y avait pas de patriarcat, j'y habiterais. Oui, mais parce que le neutre, ça marche pas. C'est pour ça que moi, je ne fais pas du neutre, hein, vous avez remarqué. Moi, je fais de la féminine, en fait. Je comprends, et il y a plein de différentes démarches de démasculinisation de la langue, et notamment des démarches qui veulent neutraliser. Je comprends le principe, et c'est intéressant, et voilà, super. C'est très bien que ça existe et que ça nous fasse réfléchir. En attendant, il y a eu une super chronique là-dessus sur France Culture qui dure 5 minutes. Ça a été étudié. Est-ce que l'épicène, ça marche ou pas? Les mots épicènes, c'est les mots qui conviennent pour femmes comme hommes. Les vrais épicènes, hein, pas genre mère, hein, où c'est en fait un maire mais une mairesse normalement, hein, comme on dit toujours à Montréal d'ailleurs, parce que l'académie n'a pas été jusque-là. Mais du coup, on va prendre un mot qui peut vraiment te désigner femme et homme. Et puis, il y avait ce test très bien fait où on a des mots et puis juste après une image qui arrive et les personnes devaient dire le plus vite possible si l'image qui arrivait correspondait au mot qui était marqué. Donc un exemple, je vois marqué une framboise. Si je vois une photo de tabouret, ça va pas avec. Si je vois une photo de framboise, ça va avec. Donc voilà, les gens ne savaient pas pourquoi ils étaient testés. Hein. Et puis, arrive à un moment donné la photo, le mot, pardon, athlète. On dit une ou un athlète, on est d'accord. Donc ce mot est épicène et convient, et neutre, convient pour les deux genres. Photo du mot athlète. À certaines personnes, on va montrer ensuite, le mot athlète, et on va montrer la photo d'un type qui court, mettons. Là, tout de suite, aussi vite que quand on voit le mot framboise et l'image d'une framboise, pouf, les gens cliquent. Et puis ensuite, mot athlète et image d'une femme qui court. Et là, ça a été multiplié par 5. Le temps de se dire, ah non, ça marche pas. Ah bah si, parce qu'on peut dire une athlète. Ah. Et pourquoi? Parce que quand on voit un mot épicène, parce qu'on est en patriarcat, nos représentations sont masculines. Donc en fait, quelque part, souvent on me dit oui, les masculinistes sont très forts pour ça. Oui, mais il y a des langues neutres et pourtant. Oui, mais justement, c'est des langues, ça va être encore plus longue de faire exister les femmes. C'est des langues qui sont moins bien équipées que la nôtre pour faire exister les femmes. C'est-à-dire que si nous, on fait croire, ils ont fait croire à un moment, pour faire comme les copains, que le masculin était le neutre. Donc ils ont fait cette démarche-là. Mais en fait, dans les langues où c'est déjà neutre, en réalité, comme on est en patriarcat, ça marche dans l'autre sens. Toutes les représentations sont masculines. Et c'est pour ça que moi, je féminise toutes à la maxime femme. Vous voyez, là, je fais exactement ce que je veux. C'est-à-dire que là, c'est de l'impertinence. Je sais bien que dans maximum, c'est pas pour les... Je m'en tape. Moi, je dis maxi-femme parce que j'ai pas envie de dire maximum. Voilà, c'est comme ça. Et donc, je veux les faire entendre à la maxi-femme parce qu'en fait, c'est comme ça, en existante dans nos oreilles, dans nos bouches et donc dans nos pensées. C'est comme ça qu'on crée des pensées qui vont vers « Ok, les femmes existent, les femmes ont la même importance que les hommes, et donc, et là on revient à la définition de la féminisme que je préfère par Andrea Dworkin, une immense féministe américaine, qui disait « La féminisme, c'est l'idée radicale selon laquelle les femmes sont aussi des êtres humains. »
Et moi, étant antispéciste en plus, et pensant que les personnes animales sont des personnes, je dirais même, la féminisme, c'est l'idée radicale selon laquelle les femmes sont des personnes. Et en fait, aujourd'hui, femmes comme hommes, et encore plus hommes évidemment, les gens ne sont pas au courant que les femmes sont des personnes. Parce qu'une personne, on ne peut pas la violer, en fait. C'est pas possible. Un viol, c'est un meurtre. On prend une personne, on en fait un objet sexuel. Quand on prend une personne, on en fait un objet, on l'a tuée. C'est d'ailleurs pour ça que les femmes, elles disent « je suis morte ce jour-là ». Et donc, si les femmes existent partout, ça va aider à les faire exister dans nos propres têtes, dans nos propres pensées, dans notre empathie. Et soudain, si elles sont des personnes, alors ça devient un petit peu plus compliqué de les violer, en masse. Comment ça marche pour le viol entre hommes? Je pense notamment que ce soit aux enfants aux petits garçons qui Ah, sont mais les assez enfants ne sont jeunes, pas considérés ou comme des même les hommes. personnes. Ou Les- même les les- hommes, on prend le cas des prisons américaines où il y a un taux de viol qui est terrible. Quel est le rapport dans ce cas-là lorsque c'est entre hommes? Bah, en fait, à partir du moment où eux, ils prennent du plaisir à violer, ils sont en prison, bah, il y a que des hommes, il y en a qui vont être considérés comme étant des femmes. C'est-à-dire qu'ils vont être dégradés de leur place d'homme pour pouvoir être violés. Quant aux enfants, alors les petites filles, c'est encore pire que les petits garçons, évidemment, elles sont encore plus victimes de violences sexuelles. C'est toujours des hommes qui violent, dans les deux cas. Et en fait, c'est pas du tout considéré comme des personnes, les enfantes et les enfants. Est-ce que C'est ça serait pas, extrêmement récent que les enfantes et les enfants aient des débuts de droit. et est-ce que ce serait pas plutôt une relation de pouvoir, tout simplement? Mais si Plutôt c'était que que- ça, alors les femmes, elles aussi, violeraient tout autant. Et c'est pas le cas. Donc non, ça s'appelle en fait, oui, il y a une question de pouvoir, mais il y a une question de pouvoir par rapport aux hommes. Le problème, il est patriarcal, il est masculiniste. Et là, je cite évidemment les travaux sociologiques, imparables, calculés, chiffrés de Lucille Pétavin, qui est une immense sociologue, qui serait super dans ce média, et qui explique, qui calcule ce que coûtent les comportements violents asociaux des hommes. C'est-à-dire que si les hommes se comportaient comme les femmes, on économiserait au bas mot, et elle dit en fait qu'il faudrait multiplier ce chiffre, mais avec juste ce qu'elle a calculé, c'est-à-dire pas grand-chose en vrai, voilà, on perd 100 milliards d'euros par an en France seulement. Parce que les hommes ne se comportent pas comme les femmes, c'est-à-dire de manière civile. C'est-à-dire que 100 milliards qui sont dépensés uniquement à cause des comportements violents des hommes en France. Ils nous ont fait la réforme des retraites où ils veulent nous faire travailler jusqu'à ce que mort s'en suive pour 12 milliards. D'accord? Donc si on investissait pour que les hommes cessent d'être violents et se comportent enfin comme des personnes humaines, c'est-à-dire comme des femmes, eh ben, on économiserait 100 milliards. Donc là, c'est bon, là, on peut arrêter de travailler à 40 piges, tranquillou. Pourquoi les hommes sont plus violents? Alors ça, c'est la question de la poule et l'œuf, comment ça a commencé. Françoise Héritier, donc anthropologue, expliquait avec ses recherches que elle pensait que ça vient du fait que les femmes donnent la vie et que donc bah, les mecs, ils étaient deg, voilà, parce qu'elles donnent la vie à la fois aux filles, elles se reproduisent et puis elles les reproduisent. Et vous, non. Et Voilà, les ça arrive conditions pas. sociales des hommes? Conditions Il y a sociales. plus d'hommes SDF, par exemple? Est-ce que ça amène pas la violence, la pauvreté? Alors, il y a de plus en plus de femmes De plus en SDF, plus, ce qui est dramatique. d'abord. Et puis, ils sont SDF à cause d'eux-mêmes. Hein. Mais, en fait, c'est des comportements asociaux. Donc, oui, bah, c'est sûr, quand tu es une personne violente, bah, les gens s'écartent. Donc, oui, c'est ça aussi. Et puis, les femmes, elles sont davantage en capacité, malgré les mises en division des opprimés, de s'entraider, de tisser un tissu autour d'elles, amical, d'empathie. Ça demande de l'empathie, d'avoir un entourage. Moi, je parlais plutôt de la détresse économique. Est-ce que c'est pas... Mais la détresse économique, elle est du côté des femmes. Enfin, soyons sérieuses 2 minutes. Voilà, on regarde les chiffres des inégalités professionnelles, les chiffres de qui vit sous le seuil de pauvreté, les chiffres des emplois à temps partiel, les familles les familles avec une seule parente. Bon, c'est systématiquement une femme. Enfin, je veux dire, non, c'est nous qui galérons. 99% des richesses mondiales sont détenues par des hommes. C'est pas moi, c'est pas des féministes radicales qui le disent. Hein. C'est la Banque mondiale qui sont quand même pas des grands féministes. Mais qui restent des hommes minoritaires dans le monde. Mais on s'en fout, hommes minoritaires ou pas. 99%. C'est pas des femmes minoritaires qui ont la thune, c'est des mecs. D'accord donc non, c'est généralisé. Les hommes gagnent 68% de plus à la retraite en France. 68% de plus. Mais qu'est-ce que vous faites de si important pour mériter 68% de plus que nous à la retraite? Et où sont les hommes, soi-disant nos grands alliés, qui rendent la thune? C'est pas que Fillon qui doit rendre l'argent. C'est tous les mecs qui doivent rendre l'argent. L'argent que vous avez, vous nous l'avez volé, là. Donc, non, mais c'est bon. Ce que je voulais dire par là, c'est que, est-ce que, avant tout, c'est pas un combat social? Dans le sens où une bourgeoise bien élevée,
bien Les fortuné, qui bourgeoises, a un capital je vais dire un truc économique, qui un a pas du tout capital. qui a pas du tout à la mode, y compris dans les milieux féministes. Alors, d'ailleurs, je l'ai dit dans le spectacle. Je dis à un moment l'insulte sale bourgeois blanc, qu'on n'entend jamais. On entend toujours sale bourgeoise blanche. Alors que c'est une immense arnaque, et je vous encourage à lire Nos amis et nous de Christine Delphi, immense féministe française, qui l'a écrit dans les années 70, qui devrait être une bible. Si on lisait ça à la place des paplards religieux, ça irait mieux. Où en fait elle parle de ça, de l'arnaque de brandir la bourgeoise. La bourgeoise n'existe pas, comme dit Laura Carpentier-Goffre, qui est une grande sociologue aussi. Le bourgeois appartient à la bourgeoisie, au sens de faire partie d'eux. Mais la bourgeoise, elle appartient aux bourgeois, au sens être sa propriété. Si les bourgeoises existaient, il n'y aurait pas 99% des richesses mondiales qui seraient détenues par des hommes. Si les bourgeoises existaient, alors les femmes, dès qu'elles ont de l'argent et qu'elles font partie de la bourgeoisie, elles subiraient pas des viols et des tortures, elles subiraient pas de violences conjugales. Or, ça marche pas comme ça. Donc en fait, en patriarcat, ça n'existe pas ce truc-là. C'est une immense arnaque de brandir la bourgeoise. Et c'est étonnant, et c'est très suspect, cher ami, et que systématiquement, alors qu'on... C'est évident, là, c'est énorme, c'est vraiment un énorme éléphant dans la pièce, que le problème, c'est les comportements virilistes des hommes. C'est très clair, parce que être un homme aujourd'hui, ça veut dire se comporter avec des comportements violents, de manière valorisée. Je veux dire, on peut être accusé de viol et être nommé ministre de l'Intérieur. Bon, pas de problème. Donc c'est ça, en fait, l'énorme problème. Et pour moi, c'est extrêmement suspect de dire, est-ce que ce serait pas autre chose? Est-ce que ce serait pas social? Est-ce que ce serait pas le capitalisme? Est-ce que ce serait pas... Ça peut ajouter, en fait. Bien sûr, ça peut ajouter. Bien sûr que toutes les conditions des femmes sont pas exactement les mêmes et toutes les conditions des hommes sont pas exactement les mêmes. OK, mais à chaque fois, dans chaque strate sociale, il y a ce même patriarcat. Dans chaque pays, c'était Flora Tristan qui disait mais en fait, ouvrier de tous les pays qui lave vos chaussettes. Il y a le prolétaire du prolétaire, c'est sa femme. Moi, je vais vous citer d'autres sociologues, je vais vous citer Bourdieu, ou je vais même vous citer Ouais, je suis pas fan de Bourdieu du tout. bah, dans ce cas-là, les Charles Pinson. Oui, plus. Bon. Et qui dénoncent exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de priorisation des combats qu'il peut y avoir en lutte sociale, dans le sens où je ne dis pas que le féminisme n'est pas un combat social qui ne vaille pas quoi que ce soit. C'est de la... Ouais, c'est quand même un combat pour la moitié de la population. Mais est-ce que la priorité ne serait pas d'abord une lutte sociale contre ces 99% qui possèdent toutes les richesses, avant de passer au combat qui serait, bah, dans ce cas-là, oui, effectivement considéré comme secondaire. Alors ça, c'est les hommes de gauche. Je mets des guillemets parce que quand on n'est pas féministe, vraiment, voire quand on en connaît des hommes de gauche qui sont des agresseurs, hein, ça sort en ce moment. En fait, non, on ne peut pas être à gauche si on méprise la moitié du monde, on est forcément d'extrême droite. C'est du fascisme, de mépriser les personnes pour ce qu'elles sont. Ah, c'est la définition du fascisme. Donc, du coup, les seules personnes de gauche sont les féministes radicales. Toujours, ils nous ont dit « Ah, faut faire autre chose avant !» Parce qu'en fait, il faut toujours s'occuper des luttes où il y a des mecs qui en souffrent avant de s'occuper des femmes. Alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. Parce que l'oppression patriarcale, c'est la structure de toutes les oppressions, à égalité avec l'oppression adultiste, donc des enfantes et des enfants, et à égalité avec l'oppression spéciste, donc contre les personnes animales. Pourquoi ? Parce que les premières personnes que les mecs ils ont opprimées, c'était les gens autour d'eux. Donc c'était les femmes, les enfantes et les enfants et les personnes animales. Voilà. Donc c'est ça en fait, c'est trois oppressions. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi je les lis de manière... pour moi la convergence des luttes, elle est d'abord là. Et c'est un socle, c'est le principe même de l'oppression. C'est le principe du fascisme. C'est décider, telle personne pour qui elle est, je vais décider que sa vie vaut moins que la mienne, parce que ça m'arrange. C'est ça le fascisme. Et donc, à partir de là, si on arrive à démonter le principe même, parce qu'on ne peut pas circonscrire la violence, on ne peut pas la garder à un endroit, on ne peut pas la garder chez l'ouvrier et se battre contre les capitalistes. Ça n'a pas de sens, tu l'as gardée là. Une fois qu'on aura détruit ce principe même, en fait, les autres luttes, elles se calquent dessus. C'est-à-dire que, par exemple, l'esclavage, en fait, le premier esclavage, c'est celui des femmes, évidemment. C'est elle qui était à côté. Ils ne sont pas allés chercher des populations à l'autre bout du monde. Ils ont d'abord esclavagisé madame, hein, évidemment. Et puis, quand ils ont esclavagisé, par exemple, dans la traite atroce des esclaves d'Afrique, ils ont traité comme des femmes des populations où il y avait aussi des hommes dedans. Et du coup, à chaque fois qu'on nous dit « Ah, mais il n'y a pas une autre lutte sociale, raciale, etc. » avant,
où il y a des hommes qui en souffrent. En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que, et là c'est aussi une idée de Laura Carpentier-Goffre, c'est que en fait, in fine, inconsciemment, dans nos têtes, être opprimé, ça signifie encore être traité comme des femmes alors qu'il y a des hommes parmi nous. Et c'est ça qui est horrible. Et du coup, nous, personne ne s'en fout, parce qu'on est là genre, ouais, on est traités comme des femmes alors qu'on est des femmes. Et du coup, tout le monde se dit, bah ouais, c'est normal, t'es là pour ça. Et nous, justement, on est en train de dire que c'est l'idée radicale selon laquelle on est des êtres humains, on est des personnes. Et donc, non, ça marche pas. Et qu'être opprimé, c'est d'abord de ça. Alors, je vais vous poser une question, on vous donnera un contre-exemple juste après. Mais est-ce que pour vous, tous les hommes sont susceptibles d'être violents? On entend souvent le slogan un homme sur deux est un violeur, qui est totalement faux d'ailleurs statistiquement. Ça vous en convenez quand même? Ouais, mais je sais pas pourquoi ce chiffre-là, à mon avis, c'est beaucoup plus. Pardon? Ah bah oui, c'est beaucoup plus, oui, je pense, oui. Pour vous, il y a plus d'un homme sur deux qui est un Bah, potentiel c'est-à-dire, il y a violeur. 100% des femmes que je connais qui ont été violées. Vous pensez que c'est 3 mecs qui se les partagent? C'est 24% en termes de la population française, qui est déjà énormissime. Ah non, C'est non, le non, dernier non, chiffre. non, non. Ça, c'est des Qui chiffres porte de... plainte. Ah non, mais... Ah oui, qui porte plainte? Ça, c'est le problème. Ça, c'est le Ah, problème. bah oui. Justement, Ah, j'aimerais bah, qu'on c'est en vienne. sûr. Mais J'aimerais qu'on pourquoi, y aille. mesdames, vous J'aimerais n'allez qu'on y pas aille, porter justement. plainte alors que vous savez que vous n'allez pas être cru, vous allez être traité en coupable, on va fouiller votre vie, et il n'y a que 0,6% de chance que monsieur aille un jour en tôle. Ah bah c'est sûr. Non, mais il n'y a pas de justice dans ce pays pour les femmes. Donc en fait, c'est ce que disait Adèle Haenel. Il n'y a pas de justice pour nous, on ne fait pas confiance à la justice, on va faire notre truc à nous. Hein. Alors ça, je suis totalement d'accord avec vous, c'est le fait qu'énormément de femmes ne portent pas plainte. Non, 100% des femmes ont Par subi des violences répression. masculines. 100% des femmes. 100% des femmes. Y compris celles qui disent « Ah non, non, moi jamais ». Ouais, dans ces cas-là, je m'inquiète encore plus. Je me dis « Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait un tel déni ?» 100% des femmes ont subi des violences masculines, c'est obligé. Le simple fait de vivre en patriarcat, c'est une violence. Le simple fait de ne pas avoir les mêmes chances, le simple fait, mais vous vous imaginez même pas ce que c'est, messieurs, quoi. Le simple fait de ne pas passer une seule journée sans pouvoir sortir à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit et avoir peur pour sa vie, pour son intégrité, avoir peur d'être violé. C'est une peur que vous avez quotidiennement? Mais toutes les femmes, lorsqu'elles sont dehors, seules, et la nuit en particulier, mais même en plein jour, toutes, on y pense, toutes, tout le temps. Les hommes, ils ont subi ça quand, en fait, la peur pour leur vie? Sous l'occupation, c'est tout. En zone de guerre, eh ben, ça veut dire que les hommes mènent une guerre aux femmes. Aujourd'hui, on est en terrain colonisé. Il y a des occupants. Et tous les hommes ne sont pas occupants? On s'en fout de ça. Écoutez, moi, les hommes alliés, hein, les hommes pro-féministes, c'est comme Dieu. Tout le monde m'en parle, je demande des preuves. En attendant, ce que je sais, c'est que quand on a un parterre, mettons, un parterre de champignons, et on me dit, ah là là, de sources sûres, mettons, il y en a des tellement bons. Mais genre, c'est l'orgasme gustatif. Vraiment, c'est les meilleurs champignons. Mais ah, les champignons, mais... Bon, par contre, se trouve, on ne sait pas exactement combien de pourcentage, mais il se trouve qu'il y en a qui sont mortels. Est-ce que vous vous faites une poêlée, vous? Voilà. Et ben c'est exactement pour ça qu'on se méfie de chaque homme. On est obligé. Mais vous croyez que ça nous fait plaisir, en fait, de se dire, ah, bah oui, potentiellement, ce monsieur-là, c'est un violeur, donc je ne vais pas faire telle ou telle chose, ou je vais être isolée avec lui. Vous pensez que ça nous fait plaisir, en fait? Qu'on fait ça par haine de vous? Non, non, c'est les hommes qui ont la haine des femmes, c'est pas l'inverse. Hein. Donc, en fait, non, juste nous, on est comme ces gens devant les champignons où ils se disent « Ah, ça peut être très bon, ça peut être juste naze, et ça peut être mortel. » Eh ben, tu te fais pas une poêlée. Tu prends pas le risque, en fait. Mais vous comprenez que... Donc, on s'en fout de savoir si tous les champignons sont mauvais. C'est pas ça la question. Vous pouvez... La question, c'est que toutes les femmes subissent ce truc-là. Mais vous pouvez comprendre qu'il y a... Vous le dénoncez d'ailleurs en spectacle, vous vous en moquez, mais vous comprenez qu'il y a certains hommes qui... Je viens de dire certains hommes d'ailleurs, mais certains hommes qui commencent à avoir peur aussi d'eux-mêmes, dans le sens où il m'arrive très régulièrement de marcher dans la rue, je marche assez vite, voilà. Quand il y a une femme devant moi, j'ai tendance à changer de trottoir. Eh ben, c'est bien, change de trottoir, c'est quand même rien, ça. Ça me coûte rien. Mais nous, on passe notre mais temps à changer de Mais dans trottoir. une société saine, je devrais même pas me poser la question de a-t-elle peur? Eh ben, c'est ton bien, changer la société, voilà, arrêter de commettre des violences, et puis c'est bon pour rester sur le trottoir. Et c'est là où j'en arrive. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des rapports sains maintenant, en 2024? Comment on fait pour que les rapports redeviennent plus Messieurs, sains? arrêtez de violer les femmes. Rendez l'argent. Messieurs, faites, lorsque vous êtes en couple hétéro, la moitié des tâches ménagères et éducatives au moins. Je dis au moins parce que ça fait quand même 12 000 ans qu'on se les tape. Bon, voilà. Messieurs, juste arrêtez de vous masturber devant des images de viol et de torture de femmes qui, en moyenne, entre
enfants, très jeunes enfants, dans la pornographie et la prostitution, et qui, au moment où vous vous masturbez devant ces images, sont probablement déjà mortes parce que leur espérance de vie, c'est 34 ans. Et je fais référence, par exemple, au procès French Bukkake, là, qui va sortir, porté par des héroïnes survivantes extraordinaires. Voilà. Et ça, même les nazis, à ma connaissance, peut-être il y a des dégénérés qui l'ont fait, hein, c'est probable d'ailleurs. Mais massivement, le projet, c'était pas de se masturber devant les tortures qu'ils infligeaient, quoi. C'est quand même un niveau de sadisme fou, quoi. Comment on fait D'ailleurs, arrêtons de considérer que SAD, c'est OK, quoi. Comment on fait face aux femmes qui, à l'inverse, le revendiquent? Je pense notamment à cette jeune femme qui a fait l'actualité récemment, qui a twerké avec un plug anal sur scène lors du concert d'un rappeur qui s'appelle Caris, et qui a justifié ça par « je suis une femme, je fais ce que je veux, je suis libre ». Oui. Oui. Le consentement des opprimés à leur propre oppression est nul et non avenu. Il y a un principe des droits humains qui dit que nul ne peut consentir à sa propre destruction. Mais bizarrement, comme les femmes ne sont pas considérées comme des personnes humaines, hop, quand c'est des femmes, ça saute. Donc oui, à Guantanamo, par exemple, il y a des femmes, mais aussi des hommes, donc là d'un coup c'est devenu grave, qui disaient non, mais nous on avait envie de subir ces humiliations sexuelles, c'était notre choix. Oui, d'accord, sauf que tu étais prisonnier, avec un syndrome de Stockholm géant. Or, en fait, lorsqu'on est dans une société en tant qu'opprimé et qu'on subit une oppression massive, massivement impunie, massivement banalisée, massivement romantisée, massivement érotisée, bah, on a un syndrome de Stockholm sociétal, en fait. C'est ce qu'on appelle l'attachement traumatique. Donc, oui, bah, c'est comme quand une femme va vous dire, voilà, il y en a, ça arrive régulièrement quand vous discutez avec des femmes, je sais pas, davantage des générations d'avant, mais ça peut même maintenant avec les tradwives, etc., qui vous disent « Moi, c'est mon choix de faire 100% des tâches ménagères » et que lui, mette les pieds sous la table. Vous la croyez pas, vous voyez bien que c'est de la merde. Bon, évidemment. Bon, bah là, c'est pareil. Hein. Et c'est ça, en fait. Et ça non plus, c'est pas très à la mode. Et ça, c'est l'arnaque du choix. Précisément, être opprimé, ça signifie ne pas avoir le choix. On va avoir à la limite le choix suivant, voilà, est-ce qu'on est des opprimés avec un peu moins d'oppression cumulée que d'autres. On va avoir le choix à la limite de la couleur des barreaux de la cage, mais on va pas avoir le choix de sortir de la cage. C'est le seul choix qu'on puisse faire. Le seul choix que puisse faire une personne opprimée, c'est de se libérer de l'oppression, c'est de la combattre. Donc le seul vrai choix des femmes, c'est d'être féministe. Justement, en parlant de féministes, qu'est-ce que vous pensez des féministes de droite? Des féministes qui se réclament, enfin des femmes de droite, identitaires, qui se réclament féministes identitaires. Féministes de droite, c'est comme lapidation sympathique. Ça s'appelle un oxymore. Donc elles ne peuvent pas être féministes pour vous. En fait, féministe, c'est pas tout et n'importe quoi. Hein. Ça, c'est pareil, c'est pas très à la mode. Mais souvent, j'entends, et je comprends pourquoi, y compris des sœurs que j'aime énormément, j'entends, il y a autant de féminisme que de femmes, et c'est chouette. Non, non, non. Non. Parce que quand un mot veut tout dire, il ne veut plus rien dire. Hein, voilà. Donc là, les dernières masculinades, c'est de vider ce mot de son sens. Et de faire croire que n'importe qui se dirait féministe, par magie, ça devient vrai. On a même entendu Éric Dupond-Moretti dire « Je suis féministe ». Oui, on te croit. Bon, voilà. Donc, non, il ne suffit pas de le dire, en fait. Féminisme, ça veut dire quelque chose. Et moi, donc, je vous ai donné la superbe définition adaptée par Andrea Dworkin et moi. Donc, la féminisme et l'idée radicale selon laquelle les femmes sont des personnes. Et aussi, c'est vouloir l'abolition de l'ensemble des violences et des discriminations, quelles qu'elles soient, pour créer un monde de justice, d'égalité et de paix. Voilà. Donc, tout ce qui sort de ça, c'est pas de la féminisme. Et lorsqu'on est de droite, l'égalité, c'est pas le premier truc, hein, quand même. Mais qui décide si on est féministe, si on n'est pas féministe? Qui distribue ces médailles de féminisme? Bah, personne n'y est habilité, mais ça ne veut pas dire que moi, j'ai pas une cervelle et un esprit critique. Et moi, je vois qui est féministe et qui l'est pas. Selon votre vous me posez des questions à moi, je vous réponds avec qui je suis et ce que je perçois. Elle se trouve que ça fait 15 ans que je suis sur le terrain, 15 ans que je développe mon expertise sur... là, j'ai dit expertise, ça m'amuse énormément. Sur plein de sujets qui touchent aux droits des femmes. Ça va des inégalités professionnelles. Évidemment, les violences sexuelles, c'est d'abord de ça que j'ai apprise auprès, par exemple, du CFCV, qui donne des formations. Le CFCV, c'est le collectif féministe contre le viol, qui existe depuis 40 ans. C'est grâce à elles qu'on a, et grâce à leur plateforme d'écoute et d'accompagnement des victimes de violences sexistes et sexuelles, c'est grâce à elles qu'on a les chiffres, qu'on comprend ce qui se passe. C'est les premières
à avoir dit, bah, en fait, non, le violeur, c'est pas en majorité l'inconnu dans un couloir de métro, de préférence racisé et SDF. Ça arrive. Mais en fait, ça, c'est l'immense minorité. La majorité, c'est le conjoint, c'est papa. Donc voilà. Et moi, j'ai suivi tout le cycle de formation sur 1 an et demi, 2 ans avec elle. J'ai fait de la double écoute, c'est-à-dire que j'ai écouté des écoutantes professionnelles qui répondaient à des victimes et qui les conseillaient et qui faisaient de la remise à l'endroit et qui nous permettent de comprendre les stratégies de l'agresseur, les mécanismes des violences, des traumas. J'ai évidemment été à beaucoup de conférences avec, par exemple, Muriel Salmona. Et aussi suivi des formations avec la VFT, l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail. C'est avec toutes ces casquettes-là que aussi je suis formatrice en entreprise pour la prévention des violences sexistes et sexuelles en entreprise et la promotion de davantage d'équité, d'égalité et de bien-être pour tout le monde. Donc voilà, sur le terrain, j'ai travaillé énormément sur ce qu'on appelle la culture du viol, que moi j'appelle la propagande des violeurs. Enfin, on ne parle pas de culture nazie, d'où c'est une culture. Benoît Jacot, c'est de la propagande des violeurs, basta. Et donc voilà. Et une fois qu'on développe cette expertise, c'est ça aussi en fait. Et c'est pour ça que je pense que c'est important qu'on ait des expertes. C'est-à-dire que elle y a plein d'artistes, de femmes politiques, etc., qui disent plein de choses essentielles et qui se battent de tout leur cœur. Et je les remercie. Ce sont mes sœurs. Simplement, c'est important qu'elle y en ait aussi qui aient travaillé, mais travaillé des années, travaillé d'arrache-pied. C'est une savoir, c'est immense en fait de devenir féministe. Ça n'est jamais fini comme chemin. Je suis toujours plus féministe le jour d'après. Les femmes que je rencontre m'apprennent en permanence. Je lis féminisme, je me couche, je me lève féminisme, j'analyse, je vois tout le temps. C'est des lunettes qu'on voit. Je vois le monde par ce prisme-là. Et en fait, pas que celui-là. Encore une fois, il y en a plusieurs. Mais oui, ça demande de la rigueur, en fait, d'avoir une colonne vertébrale féministe. Et c'est pour ça que ça pourrait être facile de dire, bah, c'est leur choix, donc quand c'est leur choix... Et justement, lorsqu'on choisit d'être humilié, de subir des violences, lorsqu'on choisit quelque chose qui va contre nos propres intérêts, c'est même pas un paradoxe. C'est normal en oppression, au sens où c'est la norme. C'est la preuve de l'oppression. Et c'est pour ça que j'ai une immense empathie pour ces femmes qui disent, lorsqu'elles font 100% les tâches ménagères, lorsqu'elles subissent des violences, qui disent c'est mon choix. Une immense empathie. Ce sont mes sœurs, c'est pour elles que je me bats. Il n'y a pas une once de mépris ou de jugement. En fait, quand on comprend le mécanisme de l'oppression, on est en responsabilité d'avoir de l'empathie pour les opprimés, qui qu'elles soient et quoi qu'elles disent. Et moi, jamais, y compris des femmes de droite d'ailleurs, je vais dire et savoir, parce que je réfléchis, savoir qu'elles ne sont pas féministes. En revanche, ce sont mes sœurs. Même celles que ça énerverait énormément que je dise ça. Justement, en fait. La victime, c'est pas la coupable. Et lorsqu'on porte des idéologies qui vont contre ses propres intérêts, ça prouve qu'on a été broyé. Donc voilà. Les femmes de droite, comme toutes les femmes, en fait, ce sont mes sœurs. Vous croyez en l'égalité? Je crois que c'est possible, sinon je me serais suicidée il y a longtemps. Vous préférez l'égalité, ou l'équité? L'équité. Vous avez conscience quand même que quoi qu'il arrive, on sera inégaux. On peut être sur un plan équitable, mais on ne peut pas être égaux. Si, on peut aussi. Mais par contre, souvent on présente la féminisme comme étant vouloir l'égalité voilà, entre les femmes et les hommes, etc. Non, c'est pour ça que moi j'appuie sur les violences. C'est-à-dire que, et ça c'est Andrea Dworkin aussi, vouloir l'égalité tant que le viol existe, c'est de la folie en fait. Premier truc, c'est de pouvoir vivre en sécurité et que plus personne n'attaque l'intégrité de plus personne. Et d'ailleurs, j'étends ça à l'ensemble des espèces. Devenez vegan, les gens, on va s'en sortir si vous devenez vegan. Et en fait, c'est ça. Et donc, oui, on peut être différente et différent, mais en fait, on est différente et différent de tout le monde. Heureusement, personne n'est comme moi. Ça, je trouverais ça insupportable. J'adore être la seule à être moi-même. Ça me fascine. Et voilà. Et en fait, oui, j'ai des différences avec tout le monde. Et alors, ça fait pas de moi une personne ni supérieure ni inférieure. Ça fait de moi une personne
là pour le coup, égales en valeur. Je dis que je préfère l'équité parce que je préfère plutôt qu'on donne les mêmes chances à tout le monde, on donne davantage de sens à celles et ceux qui pour l'instant en ont moins. C'est en ça que je suis plus pour l'équité. Mais oui, nous sommes égales en valeur, femmes, hommes, personnes de toutes espèces, égales en, quel que soit notre âge et quel que soit, oui, la forme de nos organes génitaux, la manière dont on s'habille, la manière dont on s'identifie, la manière, les personnes qu'on aime, et l'espèce à laquelle on appartient, et voilà, et l'âge ou les capacités qu'on a. Enfin bref, on est égal en valeur. C'est quand même sympa comme projet. On passe pour des très méchantes et très très violentes, alors qu'on est là en train de dire tout le monde a de la valeur. Oh, c'est horrible! Oh, la méchante extrémiste! Menacerait de mort! Si on déconstruit le patriarcat, qu'est-ce qu'on construit à la place? Ah, c'est fabuleuse. Justement, Andrea Dworkin disait qu'elle n'avait pas réussi, avant de nous quitter en 2005, qu'elle n'avait pas réussi à écrire le livre qu'elle aurait aimé écrire. Qu'elle était trop en bataille, en train d'essayer de survivre pour elle, pour ses sœurs, qu'elle était trop en souffrance de ce que les hommes commettent, pour pouvoir imaginer l'après et écrire ce livre qui ferait juste de la bienne, qu'on mettrait sur la table de nuit et qui parlerait même pas de plus jamais ça parce qu'on aurait oublié. Ce serait si loin et elle n'y aurait plus qu'à vivre. Et ce serait extraordinaire. Ça veut dire qu'on aurait des préoccupations quotidiennes réelles à faire face aux saisons. Et du coup, comme tout le monde est devenu vegan, le réchauffement climatique, ça va mieux, etc. Machin. Il faut forcément être vegan. Ah bah oui, si vous mangez des gens... Si vous mangez des gens, vous gardez le principe de la violence. Encore une fois, on ne peut pas circonscrire la violence. On ne peut pas la garder dans les abattoirs et espérer que les mecs arrêtent de frapper les femmes. Ça n'a pas de sens, en fait. On ne peut pas dire on abolit le racisme et on garde le sexisme, ou l'inverse. Ça ne marche pas. C'est la violence le problème et les violents avec. C'est ça le problème. C'est ceux qui ont intérêt à la violence. C'est ceux qui se nourrissent de ça. Donc c'est contre eux que je me bats. Mais donc oui, non, évidemment, voilà, une société où chaque personne vivante a de la valeur. Ouais, elle n'y aurait plus qu'à créer des liens entre les personnes. Oui, c'est ça, à faire face aux saisons, cultiver, se nourrir, faire de l'art, se soigner. On n'aurait plus que des peines justes, des peines quand une personne à la fin de sa vie s'en va, parce que c'est la fin de sa vie, parce que c'est le bout, mais pas des choses injustes, pas parce que les gens nous sont retirés. Ce serait extraordinaire. Mais j'espère que moi, j'arriverai à l'écrire, ce livre. Juste la vie. Juste pas plus combattre. Plus personne qui souffre. Nulle part. Ou alors des souffrances. Voilà, la mort arrivera, ok. Des souffrances justes, au sens où elles sont inévitables et qu'elles ne sont la faute de personne. Oui, moi, je crois que c'est possible. Mais ce monde que vous décrivez, on n'a pas besoin de féministes pour l'espérer. C'est-à-dire C'est-à-dire que tout le monde aspire à un monde très calme, à un monde en paix. Mais pas du tout. Personne, Vous avez croisé Gérard Depardieu? Vous pensez quoi? Mais on est les seuls à rêver de ce monde-là. Tous ceux. Et tous les religieux. Tous ceux qui gagnent plus que les femmes et qui gardent la thune ne rêvent pas de ce rêve. Juste ça. Tu vois? Évidemment, alors sans parler de ceux qui regardent de la pornographie, qui violent et machin, mais juste gagner plus et trouver ça normal, c'est dingue. Garder dans votre entourage des copains qui font des blagues sexistes, c'est dingue. Supporter ce monde, manger des gens, des personnes qui veulent vivre, c'est de la folie. Mais dans ce monde idéal, ça ne nous empêchera pas de marcher dans une merde de chien un matin, ça ne nous empêchera pas d'être dans les bouchons. C'est ça votre problème? Il y a bien qu'un mec pour penser que marcher dans une merde de chien, c'est un problème. Enfin, je veux dire, oh là là, mais nous, on aimerait, mais justement, mais c'est mon rêve d'avoir ce type de problème. Marcher dans une même merde de chien. Non, ce que je veux dire, c'est que ça n'enlève pas les frustrations qu'il y a au quotidien pour. Mais on s'en fout de ça. Mais les femmes, mais elles gèrent les frustrations. Mais en fait, c'est ça. Il faut vraiment être un homme pour poser cette question-là. C'est que toi, tu vis dans un monde où c'est ça ton problème. C'est les petites frustrations. Nous, on meurt. Nous, on est violés. Je sais pas comment le dire, en fait.
Nous, on perd des sœurs. Tous les jours, tout le temps. Je suis en train de parler, il y a des hommes qui violent des femmes et des enfantes et des enfants. Là, maintenant. Il y a des personnes qui meurent dans les abattoirs, là, tout de suite. On s'en tape des préoccupations, mais ça, mais donnez-moi des préoccupations, mais moi, j'ai même pas le temps d'être préoccupée par ça. C'est du luxe. J'aime rien tant que m'énerver chez moi, faire un sketch à des copines sur cette saleté de machine à laver qui m'a encore piqué une chaussette sur 2. J'adore faire ça, parce que ça me fait enfin du bien d'être en colère. Colère. En fait, non, mais contre être agacé contre un truc, pas grave. Parce que nous, on est tout le temps dans les trucs graves. Mais j'aspire qu'à ça, moi. Que mon problème de la journée soit d'aller marcher dans une merde de chien. S'en fout complètement. Et dernière question, Tiffen, vous voyez où dans 10 ans, dans 20 ans? Bah déjà, s'il n'y a pas un masculiniste qui m'a assassiné, ce serait cool. Parce que c'est un danger. Pour de vrai. Alors évidemment, c'est encore pire pour les copines en Iran, en Afghanistan, mais putain, plein de pays, plein de contextes, en Palestine, en Israël, en Ukraine, partout. Mais donc ouais, j'aimerais être vivante déjà, être féministe, mais féministe réellement, pas mettre des paillettes sur le combat en disant bah moi justement c'est mon choix, moi j'adore, je suis féministe et j'adore que les hommes me traitent de salope. Bah non, en fait, non. Et pas passer son temps à dire je suis féministe parce que je suis sûre qu'il y en a des biens. Ah non, c'est pas la question en plus. Enfin, l'histoire et les études sociologiques nous prouvent que jamais ce ne sont les oppresseurs, dans aucune lutte d'oppression, qui se sont penchés sur le sort des opprimés et qui se sont dit « Ah là là, elles n'ont pas l'air bien, on va leur retirer des chaînes. » Jamais. Il y a toujours eu, peut-être éventuellement, on en parle, 2-3 oppresseurs qui se disent « C'est dégueulasse. » Et voilà. Mais ce n'est pas décisif comme nombre. C'est toujours les opprimés qui créent le rapport de force suffisant pour que l'oppression s'arrête ou en tout cas ne devienne plus un sujet de société autant et aussi banalisé, etc. Toujours. C'est les opprimés qui se libèrent. Et en plus, les chiffres nous disent qu'il suffit de 30% d'opprimés, même pas la moitié. Donc moi, ce que je veux, c'est arriver à parler, à donner des forces, des outils, de l'estime d'elle-même, de l'amour soror à 30% de femmes. Quand 30% de femmes sur cette planète se rendront compte que quelles que soient nos couleurs de peau, nos croyances, nos origines, notre histoire, notre âge, nos capacités, je sais pas quoi, qu'on vit toutes sous le même patriarcat qui s'exprime de plein de manières différentes, mais c'est le même. C'est la même haine misogyne. À cet instant-là, on créera le rapport de force suffisant pour faire tomber le patriarcat. Donc moi, c'est ça mon truc. Oui, peut-être, il y en a 2-3 qui nous aideront. Enfin, c'est pas super, mais c'est pas décisif. Tu vois. Et c'est pour ça que moi, j'écris et je ne joue que pour les femmes. Oui, il y a des mecs dans la salle parce que pour l'instant, il y a de la place. Le jour où il n'y aura plus de place, on fera des trucs en mix. Chiche, venez. Voilà. Mais en attendant, c'est encore un privilège en fait qui vous est donné d'assister à ça parce que moi, si je pensais aux hommes en écrivante et en jouante, je n'écrirais rien. Parce que je me dirais, ah bah ça y est, ils sont vexés. Moi, il y a déjà un serveur qui s'est mis à pleurer avec des vraies larmes, hein, parce que je lui disais, moi c'est madame, c'est pas mademoiselle. Mademoiselle, ça veut dire ma petite pucelle. Donc moi c'est madame. Depuis la naissance, basta. Je ne me définis pas selon mon statut marital avec un mec. C'est pas la peine. Et en plus, on avait déjà remporté la bataille, donc c'est bon, c'était déjà fait, qu'on mettait plus que madame et monsieur dans les documents administratifs. C'est une campagne d'oser le féminisme que j'ai menée en 2010-2011. Enfin bref. Et voilà. Et le mec a eu des larmes. Genre, les hommes n'ont pas le droit de pleurer. Chiale en permanence. Et des larmes. Parce qu'il était là, genre, oui, mais non, mais c'est joli, mademoiselle. Je lui dis, mais toi, je t'appelle pas mon petit puceau, je t'appelle pas mon damoiseau, lâche-moi. Le mot, il a existé, mais comme par hasard, il n'est pas rentré dans l'édico. Voilà. Non, mais enfin, c'est dingo. Donc, si ça suffit avec c'est un bonhomme, je veux dire, vous êtes très fragile. Parce que nous, on subit des trucs de ouf. On est des héroïnes de malades. On tient. Et vous, bah voilà, une petite contrariété de merde. Voilà. Donc, pardon. Mais, et donc, si je pensais à ne pas vous vexer et à vous convaincre et à vous plaire, et ce qui m'a dit faire totalement, et à vous, je sais pas quoi, je n'écrirai rien. Et c'est pour ça que je suis libre sur scène. C'est que je sais que plein d'hommes vont me haïr. Je sais, en fait. En fait, breaking news, les féministes, les hommes les ont toujours en masse haïs. Celles qui se battaient pour le droit de vote, elles étaient
tuées, elles étaient torturées, elles étaient emprisonnées, elles étaient comme nous, décrites comme folles, comme nous, elles devaient déménager, se cacher, enfin, les mêmes. Quand un truc est à la mode en patriarcat, c'est pas vraiment de la féminisme. On n'est pas à la mode, nous, en fait. Ils nous détestent. C'est même à ça qu'on nous reconnaît. Et donc, oui, certes, il y a aussi plein de mecs qui se marrent et qui disent j'en adore et qui reviennent et qui ramènent toute leur famille et tout ça, machin. Tant mieux. Et je veux dire, voilà, moi, je pense à nous. Et la culture a été faite par et pour les hommes pendant tellement d'années. Bah c'est, voilà. Bon, moi, je suis Tiffany, je suis une personne et je fais de la culture par et pour les femmes. Et voilà, et ça va. Est-ce que vous comprenez que vous pourriez toucher un public beaucoup plus large d'hommes, notamment, qui pourraient Mais je comprendre m'en fiche, mieux puisque votre je viens de vous position? expliquer que c'est pas. On n'a qu'une vie. Un jour, je vais mourir. Moi, je m'occupe déjà des femmes, des enfants et des enfants, des petites filles, des petits garçons, des personnes animales de toutes les espèces que vous vous obstinez, les carnistes, à bouffer, de la nature. Ça fait quand même pas mal de monde. Donc, oui, les mecs adultes, voilà. Bon, c'est moi mon sujet. Pardon, je veux dire, et surtout, je viens de vous expliquer, ça n'est pas décisif dans la lutte. Donc moi, je suis stratégique. Moi, je veux changer le monde. Moi, je veux que elle cesse d'y avoir des violences et des viols et des femmes qui crèvent et des femmes qui souffrent et des femmes qui meurent et des enfants et des personnes animales. C'est ça que je veux. Donc, ce que je fais, c'est m'adresser aux personnes qui peuvent changer le monde. Voilà. C'est stratégique de parler aux femmes, c'est tout. Tiffany, merci. Merci. Est-ce que elle y aura toute l'interview en entier. Ah, okay. Je sais qu'on a des désaccords. Tant mieux. Alors, par contre, je suis démocrate au sens où il y a plein de problèmes dans la démocratie, mais c'est pas mal vrai que c'est quand même le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. Je suis d'accord pour pas être d'accord. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que, et notamment entre féministes. C'est-à-dire que là, j'en profite du coup, mesdames qui vous dites féministes et qui n'êtes pas d'accord avec des choses. En fait, moi, si je voyais une vidéo de vous, jamais, même si vous étiez genre une féministe, voilà, qui se dit tradwife et d'extrême droite, je veux dire, jamais je ne vous insulterai, jamais je ne vous cancellerai, jamais je ne vous diaboliserai. En fait, je peux attaquer les idées, mais jamais la femme. Jamais. Et en fait, c'est ça, la féminisme. C'est ça, la sororité. La sororité, c'est la pratique de la féminisme. C'est pas stupide, hein. D'ailleurs, quand les mecs ont marqué fraternité sur la devise républicaine, ce qu'ils voulaient dire, c'est pas qu'ils sont copains. Non, il y en a plein qui se détestent. Non, ce qu'ils veulent dire, c'est que c'est une attitude citoyenne, de solidarité. Et moi, il y a des sœurs qui sont mes meilleures amies, etc., machin, ok. Mais toutes les femmes sont mes sœurs au sens citoyenne du terme. C'est aussi Mathilde, la chanteuse, qui parle de ça. Écoutez Mathilde, c'est merveilleuse. J'ai tellement de copines à vous conseiller. Mais donc là, en fait, c'est ça la sororité. C'est-à-dire, on ne s'acharne pas sur une femme, même quand on n'est pas d'accord. On n'en fait pas une cible. On n'appelle pas à la tuer, à la violer, à la brûler. Je dis ça parce que même dans certaines manifs féministes, il y a des appels au meurtre des femmes. De certaines femmes, qui seraient du coup plus du tout, alors là, plus du tout des personnes. Voilà. En fait, non. Moi, je suis pas d'accord avec plein de femmes, y compris peut-être celles qui sont visées. Mais en fait, jamais on fait ça. Ça, c'est toujours du masculinisme. Et même les super méchants, genre Polanski, Jaco, Depardieu, etc., je n'appelle pas non plus à les tuer, à les brûler, à les machin. Enfin, et pourtant, on est vénère. Hein, mais en fait, non. En fait, c'est n'importe quoi, ça. C'est du fascisme aussi. Donc, en fait, peut-être que si vous n'êtes pas d'accord sur un truc, c'est soit que vous ne l'avez pas comprise dans sa complexité, soit que vraiment vous n'êtes pas d'accord. Mais du coup, voilà, moi, je suis d'accord de ne pas être d'accord avec tout le monde. Et ça ne m'empêche pas de respecter les personnes. Ben, on restera sur certains de nos désaccords. Par ailleurs, j'invite quand même ceux qui nous regardent à venir voir la pièce parce que moi, je trouve qu'on comprend beaucoup plus votre combat et la teneur de votre lutte en regardant le spectacle plutôt que par rapport aux caricatures qui sont parfois sur les réseaux sociaux. Bah, où c'est on les extrait réseaux certains sociaux, passages. c'est ça. Ils ont pris des courts passages, notamment du Crayon Média, de l'interview que j'avais fait là-bas. Et voilà. Et en fait, c'est le seul moyen d'attaquer vraiment de ce qu'on raconte, c'est de nous caricaturer, parce que sinon, voilà, ça marche pas. Donc oui, merci de me donner cette chance, cette opportunité, en tout cas, de faire quelque chose de longue. Parce qu'en fait, pour dire une horreur discriminante, ça prend une phrase. Mais pour remettre le monde à l'endroit, ça prend plus de temps. Donc voilà, j'espère que ce sera plus difficile à caricaturer. Ben, merci à vous. Merci.